Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être ici parmi vous aujourd'hui. Je vais juste retrouver mes feuilles dans tout ça. Je vais vous avouer, j'ai eu beaucoup de mal à trouver l'angle duquel j'allais présenter. Moi, je fais plus des consultations publiques avec des citoyens, je présente des projets de règlement. Ça, c'est en bon français, le core business d'un urbaniste. Franchement, ça a été un beau défi. Puis j'ai eu la chance de jeudi être panéliste au Carrefour Action municipale famille. Je cherchais des urbanistes justement qui allaient parler de l'agir en faveur des familles et des aînés. Puis ça m'a donné du vocabulaire et disons, ça m'a ouvert un peu l'esprit sur le genre de questions qui allaient m'être posées aujourd'hui. Puis ça m'a aidé à peaufiner ma présentation d'aujourd'hui. Oui, donc Olivier nous a bien présenté. Philippe Brault, je suis urbaniste de formation, aménagiste à la MRC, puis Mme Nathalie Dupuis qui a accepté avec gentillesse d'être ma co-conférencière aujourd'hui pour parler de bâtir différemment. Pour faire une petite histoire, en fait, la MRC, on est une coop de services pour les municipalités. C'est pour ça que là, je représente la MRC, mais on est aussi le service d'urbanisme de la ville de Waterville. Les municipalités, depuis plus de 15 ans, la MRC, les plus petites, se sont mis ensemble pour se doter d'un service d'urbanisme. Donc nous, ça fait déjà plus de 10-15 ans justement qu'on travaille main dans la main à l'échelle locale aussi. Donc je porte souvent deux chapeaux dans mon travail de tous les jours, là. Donc, poser un regard différent sur l'aménagement du territoire, l'intégration de notions de saines habitudes de vie dans nos projets porteurs pour les citoyens, ça va être ça l'enjeu que la MRC de Quaticook s'est dotée aussi, plutôt qu'elle a l'intention d'adresser au cours des 15 prochaines années avec le schéma d'aménagement qu'elle a adopté pas plus tard que cette année, puis qui est entré en vigueur le 1er mai 2018. Ça a été une longue épopée, puis Nathalie Dupuis était sur mon comité de suivi politique, donc elle a été vraiment impliquée dans la démarche. Donc, je vais vous en parler plus longuement aujourd'hui. Mais à main levée, qui savait avant d'arriver ce matin vraiment ce qu'était un urbaniste? Juste pour, soyez honnête, là. OK, 40 vite, vite demain. Bien, quand j'ai dit à mon père, moi, il y a 10 ans, que j'allais devenir un urbaniste, il est très, très diplomate, mon père. Là. Il n'a pas dit « tu feras pas ça », mais il a dit « ah oui ». Il a dit « mais les villes ne sont pas déjà construites, mon fils ». Lui, évidemment, un bon père de famille, il s'inquiétait pour, disons, ma carrière prochaine. Je dis « ben oui, mais non ». J'avais de la misère à y répondre. Mais en fait, la question, elle se pose, puis effectivement, peut-être vous la posez aussi, hein, des urbanistes de nos jours, ils font quoi dans les municipalités? Mais en fait, je me la suis reposée 10 ans plus tard, puis en fait, on bâtit, oui, certaines choses, mais de façon beaucoup plus loin. On n'est pas des architectes. Là, des fois, pour simplifier ça à ma fille et à mes neveux, je dis que je suis un architecte des villes. Donc, à l'échelle d'une ville, je planifie, donc pas à l'échelle du bâtiment. Donc, c'est souvent le mot qui est plus... dans les parties de famille, ça passe plus souvent à architecte de ville qu'urbaniste, pour expliquer ça à grand-maman, mais aussi et aux enfants. Mais... c'est surtout qu'on est là pour transformer les milieux de vie et transformer la ville. Parce que la ville, elle est essentiellement construite, à quelques exceptions près. Des fois, il y a des développements qui se font, mais on s'intègre toujours dans quelque chose d'existant. À côté, puis même des fois par-dessus, hein? Il y a une expression en urbanisme qui dit « refaire la ville sur la ville ». C'est pas de moi, là, mais c'est souvent le défi, hein, parce que le construit est là pour 50, 60, 100, 200 ans. Mais nous, le défi, c'est de refaire avec l'existant puis l'héritage que nos prédécesseurs, urbanistes ou pas, là, nous ont laissé. Parce que l'urbanisme, c'est une jeune profession, mais moi, je dis souvent qu'il y a 7 milliards d'urbanistes sur la Terre. Vous l'êtes tous. On change nos milieux de vie, on est là pour... c'est ça notre objectif. On vit tout à quelque part, on a tout un toit, on consomme, on travaille, donc on a tous une opinion sur notre milieu de vie, donc on a tous un rôle à jouer sur... nous, on est juste là pour vous aider à mettre des fois des mots puis trouver des outils pour passer à l'action. Donc, c'était ma petite introduction. Donc, l'urbanisme, je me suis amusé à le googler, voir qu'est-ce que Google en disait. Hein? On fait tout ça pour tout de nos jours. Étude ensemble des arts et techniques permettant d'adapter l'habitat urbain aux besoins des hommes.
Ça, c'est Google là, qui dit ça en une fraction de seconde. Là. Donc, je suis d'accord à pas mal 80-90% de cette réponse-là. En fait, les mots-clés que j'aime là-dedans, c'est s'adapter. On est continuellement dans un processus d'adaptation. C'est un mot aussi qui revient aussi avec l'adaptation au changement climatique, mais les villes doivent s'adapter aussi à toutes les nouvelles réalités, les nouvelles populations, etc. Habitat urbain que je traduirais par milieu de vie, parce qu'on n'est pas tous en milieu urbain. Donc, milieu de vie, je trouve que c'est plus parlant. Puis ça revient de plus en plus dans toutes les politiques. D'ailleurs, on est en processus, le gouvernement, après 30 ans d'orientation gouvernementale en aménagement du territoire, nous consulte les milieux municipaux, ce qui est une première, d'une part, là. Mais l'orientation a changé de gestion de l'urbanisation à développement durable des milieux de vie. Donc là ça va être le leitmotiv des 30 à peut-être 40 prochaines années, les développements durables des milieux de vie. Puis ma pièce maîtresse a été de travailler d'arrache-pied sur le schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC de Quaticook. On m'a donné ce mandat-là en 2014, parce que je suis rentré comme urbaniste des 10 villages de la MRC. Puis 2 ans après, j'ai passé au poste d'aménagiste. Pour ça, je vous dis que c'est du pareil au même pour moi, mais j'ai quand même changé de chapeau officiellement. Puis le directeur de la MRC, qui était l'ancien aménagiste, donc c'est resté quand même dans la boîte, m'a passé le flambeau du schéma. Je vais faire un quiz cette semaine pour les équipes de la MRC. C'est un dossier qui a fait jaser parce que c'est un running gag même. Là, ça a pris 4-5 ans à le faire. Là. Puis même officiellement, là, je ne suis pas fier de le dire, là, mais ça a commencé en juin 2008 parce qu'à l'époque, il fallait adopter un document d'objet de la révision, ce qui n'existe plus parce que c'était complètement bidon, à mon sens. Tu disais au gouvernement, voici ce que je vais changer dans mon schéma d'aménagement, puis il se prononçait déjà en amont avant que tu écrives une brique. Là, bon. Bref, juin 2008, c'est rentré en vigueur en 1er mai 2018, là, faites le calcul. Il y a eu 3 aménagistes qui ont passé sur le schéma, mais il y a eu des grandes périodes de calme, là, je dirais. Là. Mais officiellement, on a pris 3 bonnes années, 2015 à 2018, pour travailler sur le dossier. Puis, on a intégré les saines habitudes de vie. Bon, la MRC de Quaticook a signé, je ne sais pas si Nathalie était là à l'époque, la charte des saines habitudes de vie. Tu étais là. Moi, je leur ai dit, bien, politiquement, vous avez adopté ça, donc moi, j'ai toute la légitimité pour mettre ça dans un document de planification des 15 prochaines années. Puis, bien, la plupart étaient là, ceux qui étaient signataires, donc ils n'ont pas eu grand-chose à dire. Mais à partir de là, on est parti sur une bonne base pour dire, bon, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? C'est un peu comme le développement durable, les saines habitudes de vie. Puis, il est dans mon titre même de schéma parce que c'est un terme qu'on veut des fois changer parce que c'est galvaudé, développement responsable, développement ci. Mais développement durable, tout le monde sait c'est quoi, c'est reconnu, il y a une loi sur le développement durable, on doit l'utiliser, je crois. Mais c'est transversal, on en fait dans tous nos trucs du développement durable. En fait, si tu dis que tu ne fais pas du développement durable, bien, tu fais quoi? Tu fais du développement non durable. C'est pas très politiquement acceptable non plus. Mais les saines habitudes de vie, c'est un peu ça que je leur ai dit. J'ai créé un thème, on a 13 thèmes dans le schéma. Le dernier, c'est saines habitudes de vie, mais je n'ai pas créé de nouveaux enjeux et objectifs. J'ai juste été chercher ponctuellement partout dans le schéma, quand je parle de l'urbain, quand je parle du commerce, comme quoi j'ai fait des saines habitudes de vie. C'était juste pour mettre en lumière, ça tient sur 1 page et demie ou 2, avec quelques stratégies qui ne sont pas réglementaires, parce que le but, ce n'est pas d'être réglementaire, mais c'est plutôt d'inciter les municipalités à passer à l'action. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un schéma d'aménagement, il est opposable non pas aux citoyens, c'est un document qui peut être intéressant pour sensibiliser. On l'a rendu, je pense, digeste. Là. On peut télécharger un chapitre qui nous intéresse, agriculture, forêt, qui tient sur quelques pages. Donc, il est sur le site de la MRC depuis le premier projet, donc depuis 3 ans qu'il est là. Là, la version finale, elle est également disponible, la cartographie. Mais le but, puis tout le travail reste à faire, même si ça fait 3 ans qu'on travaille. Là, on est en train d'aller voir les 12 municipalités, parce qu'ils ont 2 ans pour s'y conformer. Donc, le travail est à faire, puis je sais qu'il y a plusieurs ici acteurs de soutien en saines habitudes de vie, en niveau loisirs, au niveau saine alimentation. S'il y a des choses que vous voulez passer, des messages, c'est le temps, parce que les municipalités vont être là, ils vont laisser l'été passer probablement, sauf Waterville qui a été game et qui s'est lancé dans on appelle ça dans le jargon la concordance au schéma. Là. Mais donc, dans le schéma, qu'est-ce qu'on dit par rapport
au sein des habitudes de vie, on dit offrir dans les grandes orientations, on a 5 au schéma. On dit offrir des milieux de vie durables, de qualité et adaptés aux caractéristiques de notre territoire. C'est là que je vous disais que l'Estrie n'est pas pareil que le reste la MRC n'est pas pareil que le reste de l'Estrie non plus. De la population par une gestion rationnelle de l'espace urbain et rural. On ne peut pas faire abstraction de ça dans la MRC, là, qui est 90 en zone agricole protégée. Là. Et aussi protéger, développer et mettre en valeur nos richesses naturelles, patrimoniales et paysagères, culturelles, pour l'attractivité de la région. Je vois l'agente de migration, Place aux jeunes, puis c'est le discours de la MRC. Là, on a fait un plan d'attractivité, on est là-dedans. On a une croissance estimée entre 1 et 2 dans les 15 prochaines années. C'est pas terrible. Là. Donc, nous, il faut attirer et rétentionner les gens de la MRC. C'est ça le défi. On n'est pas en gestion de la croissance ici. Là. On n'a pas d'enjeu. Bon, on en a à certains niveaux, les écoles, par exemple, des choses comme ça. Là. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais on est beaucoup plus dans l'enjeu de retenir notre monde, puis c'est ça. Puis ça passe par la communauté puis la qualité de vie. On ne passe pas à côté. Puis les élus le savent de plus en plus. Puis qu'on utilise le terme saines habitudes de vie ou qualité de vie, on veut toute la même chose. Puis c'est ça l'objectif ce matin, qu'on ait un même discours, un même langage. Donc l'enjeu, il y en a un dans le schéma qui est écrit, puis c'est tel quel, maintien et développement d'environnement favorable aux saines habitudes de vie, un enjeu de santé publique. C'est ça, on veut maintenir ce qui existe déjà, parce qu'il y a des choses, puis c'est ça le but aussi, qu'on se donne des tapes dans le dos, en se disant, bien, ce que tu fais là, c'est des saines habitudes de vie. Le savais-tu? Ah non, ben ouais, tant mieux, mais continue comme ça, puis si tu n'en as pas, bien, voici comment on va pouvoir le développer ensemble. Excusez, j'ai le bouton rapide. Donc, dans les objectifs, il y a évidemment la santé, la sécurité et le bien-être général dans les différents milieux de vie. Comment que ça peut se traduire? Je vais essayer de vous donner des exemples. On m'a bien dit, il faut que les gens sortent d'ici, on va pouvoir passer à l'action. Je vais essayer de trouver des choses plus concrètes. Moi, je suis dans la planification. Puis les projets, ils vont se traduire, mais c'est beaucoup les gens, les élus qui me nourrissent, mais j'ai essayé de trouver des idées de choses qui pourraient se faire. Concrètement, moi, comment je fais ça dans mes règlements et plans d'urbanisme, c'est l'harmonisation des usages. Hein. Le fameux zonage, là, qui pense que les urbanistes font que du zonage, bien, c'est sûr que c'est un outil très puissant et qu'on doit utiliser à bon escient, mais à la base, il ne faut pas oublier que le zonage a été créé pour diviser les usages, non pas les mélanger. Puis là, on est dans une ère complètement opposée du début du 20e siècle qui disait mettons les industries là parce que ça fait de la boucane, puis mettons les gens là parce qu'ils sont loin de la boucane. Puis ici, là, c'est plutôt mettez-les tous ensemble, puis gérons la boucane pour que la personne puisse juste y aller à pied, aller travailler. Puis, donc là, on est là-dedans, puis nos zonages actuels, nos outils, parce qu'on ne réinvente pas la roue, hein, on réutilise souvent les outils, mais il faut les adapter parce qu'ils sont vraiment créés pour créer des zones assez hermétiques. Puis on est en train de défaire ça. Puis comme je vous dis, au niveau d'un schéma, on ne fait pas un règlement de zonage. Ça va être la municipalité locale qui va être vraiment motivée, puis qui va y croire, qui va dire, bien nous, on va le faire différemment. Il y a toutes sortes de belles initiatives qui se sont faites, dont j'ai juste le terme en anglais, en termes, le Form-Based Code, qui est tu fais un code de zonage en fonction du bâti et non pas en fonction de l'usage. C'est une autre façon complètement de voir donc, le développement de nos milieux. Les objectifs, c'est offrir de l'habitation de qualité, de quantité et diversifiée. On a une MRC avec de l'unifamilial essentiellement, propriétaire-occupant. Si on veut attirer des jeunes familles, si on veut ou garder nos aînés qui vont casser maison en bon français, puis aller dans plus petit, il faut avoir une belle offre de logement pour eux, puis pas nécessairement juste des résidences pour personnes âgées. On veut un maintien à domicile. Puis je dis on, je veux dire, c'est dans l'air du temps, on entend ça, mais pour ça, il faut avoir un logement approprié pour que la personne qui a grandi, qui a travaillé, puisse rester dans sa communauté. Donc ça va être à travailler. Sinon, comment on va faire ça concrètement, la MRC? On veut soutenir les municipalités locales dans la planification de leur territoire, pour l'accessibilité pour tous aussi. J'ai un dossier qui m'a été transmis en transport dernièrement, puis on va se lancer dans une planification de mobilité durable à la MRC de Quaticook. Ça a été annoncé en grande pompe, encore là, en année électorale. Il y a des sous qui vont descendre du gouvernement. Ils ont adopté une politique, là, mobilité durable 2030, le gouvernement. Puis chaque MRC devra avoir à terme, jusqu'en 5 ans, un plan de mobilité durable intégré. Donc nous,
On avait déjà ça dans nos cartons, puis on continue là-dedans cet été à se structurer. Évidemment, adapté à nos milieux. Hein. Je veux dire, on parlait de transport électrique, oui, on a des bornes partout. Ça, on est allé jusque-là, mais parler de mobilité active et de transport actif à 100 augmenter l'apport du vélo à 50 à la MRC de Quaticook, c'est pas tout de suite, là. On va y aller petite bouchée par petite bouchée. Il ne faut pas non plus dénigrer les petites bouchées qu'on fait. On n'est pas Montréal, on n'est pas Gatineau, on est à la MRC de Quaticook, puis le transport par auto, il est là, puis les distances sont grandes, puis il faut trouver des solutions créatives à ça. On encourage les municipalités au niveau plus parc et espace vert. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de loisirs ici. On les a incités à se doter d'un fonds de parc. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Puis si on n'a pas les sous pour faire nos parcs, ça vient de nos coffres. Ils le font toujours. Ils finissent par le faire. Les municipalités, d'ailleurs, on aura un très bon exemple d'un excellent parc. Ça va être la suite de la conférence, là, qui a été planifié sur 5 ans, le parc au centre de Waterville. Mais on incite les municipalités, ils ont le droit avec la loi d'aller jusqu'à 10 puis même si c'est un parc de centre-ville, de secteur central, ils ont le droit d'aller demander à un promoteur jusqu'à 20 d'un nouveau lotissement. Ça, c'est la portion du fonds foncier. L'argent des municipalités vient des recettes fiscales. Donc, quand il y a un promoteur qui lotit, exemple, ça vaut 1 million, bien, ils peuvent demander jusqu'à 10 donc 100 000 pour faire un nouveau parc. Donc là, j'ai donné des gros chiffres. Là. On n'est pas dans des lotissements de cette valeur-là nécessairement partout, mais c'est un levier que les municipalités peuvent se doter. Puis j'ai su, puis je me permets de le dire, j'ai demandé à Nathalie avant, parce que nous, on ne l'exige pas à la MRC. J'ai essayé, moi, de dire exiger toutes les municipalités à un 5 qui est coupé la poire en deux. La loi peut aller jusqu'à 10. Puis, mais les municipalités ont dit on va laisser ça au local. Puis, Waterville, qui est en processus de concordance, en ligne pour exiger un 5 à tous ces promoteurs pour se doter d'un fonds de parc pour continuer à entretenir le parc existant, puis se doter de nouveaux parcs à l'avenir. Donc, ça, c'est une petite victoire pour moi en tant qu'aménagiste de la MRC. D'un point de vue urbanistique, parce que je sais que vous êtes des gens plus de loisirs, quand moi je pense à un parc, à quoi je pense? Bien, premièrement, c'est un endroit où le mettre. Là, vous voyez Central Park, là, qui est on va sortir des exemples les plus pour que vous en souvenez. Là. Il y a plusieurs dizaines d'années, voire il y a quelqu'un qui a dit là, on va faire un parc avant que la ville se fasse, puis on va le protéger. Puis une chance qu'ils l'ont fait. Là. Puis il est protégé bord en bord. Il n'y a personne qui va pouvoir développer dans Central Park, mais eux, ils ont décidé de le mettre en plein milieu. Ou c'est plutôt l'inverse, ils ont mis le parc, puis après, le monde se sont bâtis parce que c'était beau, le parc. Mais il faut une localisation, puis il faut le rendre accessible. Là, je pense que celui-là, il est très, très, très accessible. Mais il faut penser aussi aux infrastructures autour. Il va être éclairé, le parc? Est-ce que le bâtiment il va être ouvert? Est-ce qu'il va être accessible pour les gens à mobilité réduite? Etc. Donc, le transport est intimement lié à l'aménagement du territoire. Puis, accessible ne veut pas juste dire tu peux te rendre en vélo, il y a une piste cyclable. Est-ce qu'à destination, j'ai un support à vélo? Parce que moi, mon vélo, j'aimerais ça le garer puis de façon sécuritaire. Donc, ça a l'air bidon puis pas très simple, mais il faut penser aussi à ça. Je vais garer mon vélo pour le temps que je vais être là puis que je ne l'aurai pas sous les yeux. Ça va influencer l'accessibilité de en termes de transport actif. Puis, ça peut être aussi de protéger un milieu naturel d'intérêt qui est existant. Excusez, j'étais en retard. Aussi pas clôturer nos parcs. Hein. Ça, c'est une autre. Sont accessibles, mais peut-être pas à tout le monde. Là-dessus, il y a des fois, il peut y avoir des enjeux. Puis je suis pas un professionnel du loisir. Peut-être il y a parfois des raisons de clôturer un parc, mais je pense que plus il est accessible à toute la population, mieux c'est. Quand c'est possible, à différentes heures. Des fois, quand c'est un parc école, je sais qu'il y a des contraintes. Là. Protéger, c'est ça c'est ce que je voulais vous dire, c'est protéger les espaces verts actuels. Parce que là, je vous ai montré le parc, le plus gros, là, mais il y en a des parcs de voisinage, puis il en faut là, à petite échelle, puis à vraiment 3-4 minutes à pied de chez soi. Ça, pour ceux qui sont curieux, c'est le boulevard Acadie à Montréal, là, puis il y a une clôture ici. Là. Ça, c'est Ville-Mont-Royal. Puis ça, c'est, je me souviens plus du nom de l'arrondissement.
parc extension, puis ça fait les manchettes, là, parce que d'un, il y a comme une ségrégation sociale, là. Mais je trouve que la photographie aérienne montre bien qu'eux, ils ont protégé leurs espaces verts. Puis eux, ben, ils n'ont vraiment pas protégé leurs espaces verts. Pour plein de raisons, hein, je ne juge pas, là, puis ça s'est développé comme ça, mais c'est vraiment intéressant de savoir que, ben, ici, ils auraient pu mettre, on le compte, là, 6 maisons, là, mais ils ont décidé de le protéger. Puis, ben, tous ces gens-là autour, ils vont à ce parc-là, puis il y en a probablement un plus loin. Puis, ben, en partant, les terrains sont plus verdoyants. Puis, bon, c'est deux mondes, là. Mais je trouve qu'à petite échelle, un exemple de Sherbrooke, le bois Beckett, qui a fait aussi les manchettes, parce que des fois, la pression d'urbanisme, d'urbanisation autour, elle est forte. Bon, il y a des milieux humides là, donc les règles ont changé, puis ce ne serait pas si facile de développer là. Mais ceci étant dit, c'est un milieu naturel à protéger parce que ça fait partie de la qualité de vie des gens qui habitent même très loin. Il y en a beaucoup qui vont au bois Beckett qui n'habitent pas juste à côté. Puis encore plus proche de chez nous, à Waterville, dans la MRC, mais à Waterville, ils ont inauguré l'année passée, en juillet, on a rendu la rivière Quaticook qui traverse le centre-ville de Quaticook et de Waterville. Il y a un accès à l'eau maintenant, la rivière elle est canotable. Ça fait partie d'accès. Il a fallu y penser, qu'il y ait une descente à un endroit, puis nous, à la MRC, on échantillonne pour la qualité de l'eau, s'assurer que ça soit... Parce que faire du kayak, quand tu as une chance de se chavirer, il y a plein de normes. Hein? C'est pas comme aller à la pêche. En tout cas, il y a plein de statuts. Quand il y a beaucoup de chances que tu sois en contact direct avec l'eau. Bref, donc nous, on est là-dedans. Puis c'est une MRC agricole. C'est pas toujours facile. Hein? Puis l'eau, elle n'arrive pas nécessairement de Waterville. Elle arrive d'en haut, là. Donc là, il y a plein d'enjeux. Mais nous, on s'assure que la rivière soit canotable. Puis je sais que la Ville a des projets peut-être de faire un parc linéaire le long de la rivière Quaticook au centre-ville. Je vais accélérer un peu parce que Olivier me fait des gros yeux. Ça, c'est un isochrone de marche. Bref, c'est un schéma qui nous dit à peu près les usages d'une ville en fonction de la distance de marche souhaitable de ta maison. Je trouve ça intéressant. Puis, bien, Waterville, le parc Bellevue, duquel on va parler, Nathalie va parler, je dirais que c'est à cheval entre un parc de voisinage et un terrain de jeu, parce qu'il y a quand même un terrain de balle et tout. Puis dans les milieux plus ruraux, souvent, le parc fait office de... Des fois, il y a même la maison des jeunes, il y a le skatepark, tout est là, tu sais. Donc, on va mettre ça à peu près entre 8 et 15 minutes de marche, idéalement. Donc, on va faire une moyenne à 10, là. Bien, je me suis amusé à prendre le parc Bellevue, puis ça, c'est le périmètre d'urbanisation, mais c'est le centre-ville de Waterville, puis d'apposer l'isochrone de marche dessus. Donc, 5 minutes, tu couvres déjà une bonne partie de ta municipalité, puis rajoute un 5 minutes, puis franchement, tout est couvert. Fait que c'est ça que je vous dis. Donc, puis c'est une des plus grosses municipalités de la MRC à part Quaticook. Le parc central, souvent, il n'y a pas lieu d'en créer 3-4 non plus, puis de multiplier. On est mieux d'investir, selon moi, là, dans le parc. Ce que Nathalie va vous parler, puis ce qu'ils ont fait au cours des 5 dernières années avec le parc Bellevue. En fait, je vais juste vous faire un petit topo rapide de Waterville, peut-être pour vous situer. Waterville, c'est 2109 habitants. On a atteint le cap du 2100, tu sais, on était longtemps avant d'y arriver, mais là, on est rendu là. C'est une ville qui est industrielle, malgré sa beauté. Là, si on se promène un peu, on ne sent pas vraiment les industries, mais c'est un berceau industriel qui est important. Puis, ironiquement, il y a autant de gens qui viennent à Waterville travailler que notre population. Fait qu'il y a comme un va-et-vient, là. Très peu de gens, bien, toutes choses étant relatives, habitent et travaillent à Waterville. On a plutôt des gens qui viennent de l'extérieur pour travailler. Fait qu'il y a un échange dans les deux sens. Puis, on se voit aussi comme une banlieue de Sherbrooke. Puis l'avenue de la 410 qui nous rapproche de Sherbrooke, c'était vraiment un enjeu important pour nous parce que peu importe où on est à Waterville, on arrive en dedans de 15 à 20 minutes à Sherbrooke, peu importe si on va au Carrefour, au centre-ville ou bien dans l'Est complètement. Fait que ça, c'était un enjeu important. Comme Philippe le disait, des fois, nos carrés de sable sont déjà pas mal aménagés. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour intégrer des nouvelles choses, mais je trouve que de participer à des formations comme ça nous ouvre tranquillement
des horizons sur des aspects qu'on ne doit pas négliger dans l'aménagement de nos milieux. Puis ça, je trouve que ça nous permet de faire des plus, puis à une échelle humaine aussi qui est importante. Au niveau des parcs, on a 2 principaux parcs à Watteville, un en milieu urbain, qui est le parc Bellevue, je vais vous en parler un peu plus, et un en milieu plus rural, dans le hameau de Huntingville, qui est le parc de Huntingville, où est-ce qu'il est plus dédié à la balle, puis qui a la chance de se faire inonder régulièrement quand la rivière Maud sort de son lit. Son lit, ça, c'est ça. Puis on a plusieurs petits îlots de verdure qui ne sont pas vraiment des parcs, mais des espaces verts avec un banc ou pas beaucoup d'aménagement supplémentaire. Par contre, il y en a un là-dedans qu'on a ajouté un piano public et ça change toute la donne. C'est ici en arrière, mais il n'est pas arrivé notre piano public. Alors, une des réalités dans le monde municipal aussi, c'est toute la notion d'entretien de ces fameux espaces-là. Veut pas, nous, la quantité de parcs qu'on a, ça mobilise un étudiant à la semaine longue, là, juste pour faire l'entretien, les terrasses, de tout ça. Puis, on réalise aussi que des fois, il y a des mises à niveau qui sont importantes à faire, puis c'était le cas pour le parc Bellevue. De là... Oh, yes! Quel travail! Ça fonctionne? Elle est moins réactive, fait que ça fonctionne mieux. Il y avait tout un élément de planification puis de consultation qui a eu lieu à la Ville. Dans un premier temps, il y avait toute la planification stratégique de la Ville qui a été refaite. Puis il y a toujours des consultations qui sont faites lors de ces planifications-là. Puis ce qui ressortait, c'était de chercher à avoir un positionnement stratégique pour la Ville au niveau du résidentiel. On voyait que notre niveau industriel était déjà assez bien nanti et bien occupé. Puis il n'y a pas vraiment beaucoup d'espace pour développer des projets industriels. Puis encore moins, chez moi, il n'y a pas de place au niveau à la hauteur de ce qu'on a déjà. Il y aurait plus de la place pour des petites entreprises d'une quinzaine d'employés ou moins. Puis encore là, au niveau du terrain, il n'y en a pas tant que ça. Mais ce qu'on cherchait à faire, c'est de se positionner au niveau de l'attrait de nouveaux résidents. Comme Philippe le dit bien, c'est le nerf de la guerre de toutes les municipalités au Québec. Puis là-dessus, bien, avec la 410, on voyait un enjeu. Mais fait que c'est ça qui est ressorti dans la planification stratégique. Par contre, pratiquement à la même époque, ce qu'on a fait aussi, c'est une démarche de consultation pour la politique famille et aînés. Puis ça a été vraiment la partie la plus payante pour se doter d'une vision au niveau de la qualité de vie, puis tout le côté humain aussi qu'on pouvait ajouter dans nos pratiques au niveau municipal. Ce que je dois dire, c'est ça, c'est en fait... Quand on a fait nos consultations publiques pour la politique famille et aînés, bien, ça nous a permis de rencontrer les familles. Puis eux ont fait vite valoir que notre parc Bellevue était carrément vétus. Les jeux commençaient à être brisés. Il n'y avait pas une offre de service qui répondait aux très petits enfants. Il y avait un peu de jeux qui répondaient bien aux 5-8 ans, mais les 8-12 ans, il n'y avait pas grand-chose qui pouvait aller les attirer. Nos ados, le skatepark, bien, il manquait des nouveaux défis dans le skatepark aussi. Fait que ça a tout ressorti. Au niveau des aînés, eux autres, ce qu'ils ont dit, bien, je voudrais bien aller dans le parc, là, mais je n'ai pas de banc. Je voudrais bien bouger, mais je ne joue pas à balle, je fais pas, tu sais. Fait que là, c'était de trouver des nouvelles façons de leur trouver des activités à faire dans le parc, puis les amener à avoir une interaction avec le reste de la population, parce qu'on les veut actifs, puis on souhaite aussi avoir des activités intergénérationnelles. Fait que dans cette démarche-là, là, je vois 2 personnes du Conseil sport loisirs, ils ont été fort utiles. On les a fait venir, puis ils nous ont parlé de comment ça se passe ailleurs aussi. Qu'est-ce qui est hot dans les parcs? Qu'est-ce qui est attirant pour les aînés? Parce qu'on voyait, tu sais, on va au colloque des municipalités, au congrès, on voit souvent des exposants qui nous montrent les fameux elliptiques des parcs, plein de modules d'activités faits supposément pour les aînés, mais est-ce que c'est vers ça qu'il faut aller ou vers quelque chose d'autre? Bien, là, le Conseil sport loisirs, il a été très, très utile pour nous dire, bien non, c'est pas ça qui pogne, c'est plutôt un circuit d'exercice qui est simple et accessible.
Puis on a vraiment profité de leur expertise parce qu'eux travaillent avec des municipalités qui sont plus de notre format, notre envergure, puis avec des budgets qui nous ressemblent aussi. Fait que les bons coups des uns peuvent profiter aux autres, puis autant les mauvais coups aussi pour être sûr de les éviter. Fait que ça a été vraiment, vraiment un plus dans notre approche. Une des préoccupations, c'était, je pense que ça pourrait changer, pour l'accessibilité universelle aussi, parce qu'on en parle beaucoup. Puis toute notre entrée du parc était vraiment, c'était problématique. C'était en terre battue qui se faisait laver à chaque bonne pluie, puis on s'entend qu'on en a de plus en plus de ça. Puis l'idée aussi, c'était de le rendre le plus accessible possible. Puis moi, je suis un peu opportuniste dans la vie, fait que quand je vois des programmes de subvention qui passent, je vous avoue que mon petit hamster travaille fort pour voir comment je pourrais appliquer cette opportunité-là dans les projets qu'on a sur la table, dans nos cartons. Puis l'accessibilité, bien là, il y avait une possibilité de développer un sentier qui aurait relié, qui aurait sécurisé nos entrées, puis qui aurait pu... parce que notre parc, il a vraiment une drôle de forme. C'est un peu comme une forme en U, puis il est enclavé par une résidence. Mais il y a une partie qui était utilisée seulement que l'hiver pour faire de la glissade. Puis là, moi, je voyais une opportunité de connecter la partie du haut du parc, parce que c'est pas mal en pente, avec la partie du bas, qui est la partie du skatepark, puis de sécuriser toute la descente, bien pas la descente, mais le sentier qui mène pour la glissade l'hiver. Fait que ça, c'était une belle opportunité, mais ça nous a aussi forcé à agir un petit peu plus largement pour adapter nos salles de bain l'été, puis on a ajouté du mobilier urbain en conséquence aussi. Dans ces projets-là, le nerf de la guerre, c'est définitivement le financement, puis d'être créatif, puis de voir qu'est-ce qu'on a comme organisme en place qui peut faire lever les projets. Bien, ça aide aussi à aller plus loin. Fait que si je refais un pas en arrière par rapport aux consultations, on avait notre groupe d'aînés de la FADOC, on les avait sensibilisés aux possibilités d'activités à faire dans un parc avec le Conseil sport-loisirs. Puis là, ce qu'on nous disait, ce qui est bien à la mode, c'est les sentiers d'exercice, les circuits, en fait, d'exercice. Fait que c'est des bancs qu'on propose des activités, un exercice à chacun des bancs, où est-ce que c'est plus axé sur des exercices d'étirement. Puis dépendamment si tu veux pousser ton côté cardio, bien, tu marches plus rapidement d'un banc à l'autre, ou tu organises ton circuit autrement. Fait qu'eux, ils étaient favorables à ça, fait qu'ils ont développé un projet qu'ils ont soumis aux Nouveaux Horizons, puis que ça a permis le financement de ce projet-là. En fait, il nous restait un petit peu de sous dans notre enveloppe de Nouveaux Horizons, fait qu'on l'a utilisé pour faire des capsules qui sont sur le site Internet de la ville, fait que les gens peuvent consulter, fait que c'est leur petite kinésiologue personnel qui leur donne des conseils. On voit des gens autour, c'est aussi quand on a inauguré le parc, on en a profité pour faire un petit événement festif. En fait, à chaque étape, on essaie de faire des événements festifs. Puis cet aménagement-là avec les modules de jeu, ça, c'était comme la deuxième étape, parce que la première étape, c'était le skatepark, parce qu'à un moment donné, on est dans un petit milieu, hein, fait que les nouvelles circulent vite. Puis là, quand ils savaient qu'on voulait ajouter des nouveaux modules de jeu au parc, les ados de la Maison des jeunes ont dit « Attends une minute, le skatepark, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Nous autres, on aimerait avoir des nouveaux défis. On a une mini-rampe, on n'a pas ça. » Par contre, c'est super dispendieux. Fait qu'on a été créatifs avec eux. On les a consultés, on cherchait à savoir ce qu'ils voulaient, puis on a essayé de trouver du financement, puis ils ont construit eux-mêmes leur mini-rampe, ce qui a permis de l'avoir à moindre coût. Mais c'est aussi tout le sentiment de fierté d'avoir travaillé sur un projet qui aboutit. Puis c'était vraiment, moi, je le considérais comme la première phase du projet de réaménagement du parc.
Fait que quand ça a été fait, la mini-rampe, on a fait un petit événement festif, un petit 5 à 7. Puis là, bien, ça a permis aussi au reste de la population de voir, bien, c'est quoi le skate, parce qu'eux autres, tout ce qu'ils voient, c'est des jeunes qui descendent la principale à toute vitesse, pas de casse, là, puis ça les inquiète. Par contre, quand tu les amènes dans le skatepark, tu vois toutes les pirouettes qu'ils sont capables de faire avec ça, le contrôle qu'ils ont sur leur skate, bien là, la perception change, puis ils se rendent compte qu'ils sont peut-être plus athlètes que juste des cocos qui descendent une rue sans sécurité, puis qu'ils maîtrisent leur art, puis ça l'a aidé à baisser beaucoup ben, pas de pression, là, mais je veux dire, ça a créé un maillage sympathique. Fait que quand le parc, on l'a réaménagé, on a fait le même genre d'événement. C'est pour ça que vous voyez des photos avec plein de monde. On avait fait venir la kinésiologue avec un coéquipier pour expliquer chacune des stations. Il y avait des jeunes qui s'amusaient dans le skatepark. Puis on avait même notre monsieur, je cherche toujours son nom, j'ai juste Marc en tête, qui se promenait avec son quadriporteur, puis il était bien content de faire ça. Fait que c'est ça, c'est toujours de développer des événements, la fierté des gens, d'aller simplement aussi. On est allé vers des modules qui étaient plutôt neutres, qui n'avaient pas nécessairement des thématiques retenues. En fait, ce que les jeunes nous disaient, c'est que nous, on veut bouger, on va avoir des défis, on va être capable de grimper. On a une école qui est santé globale. Fait que de l'escalade, monter des montagnes, ils font ça aussi. Fait que c'était de chercher un petit peu de défis à travers nos modules de jeu. Il y a aussi le fait que le parc est vraiment beau, puis il y a des beaux arbres matures, c'est des mettre en valeur. Fait qu'avec notre circuit pédestre, bien, le sentier asphalté qui traverse le parc, bien, on fait aussi le tour de l'îlot de modules de jeu. Juste pour vous montrer avant-après, là, c'est sûr que la photo avant est belle. C'était une belle journée ensoleillée, mais on est ailleurs aussi, là. Fait que ça, c'est vraiment une infrastructure qui a été vraiment un plus. Ce qu'on me dit, les gens qui habitent près de là, ils disent qu'il n'y avait plus personne qui venait au parc à peu près. T'sais, oui, il y avait des équipes qui venaient jouer à la balle, mais on ne voyait plus grand monde, tandis que là, il y a toujours quelqu'un. Puis là, on va inaugurer cette semaine notre module de jeu d'eau. Fait que dans la planification, on avait déjà réservé un espace pour des modules de jeu d'eau. Ça a été un peu plus long de trouver le financement, boucler ça, parce que c'est très dispendieux. Mais tu vois, on se fait un petit 5 à 7, là, hot dog, melon d'eau, là, cette semaine, là, justement pour que les gens s'approprient ce nouveau jeu d'eau-là, quoique ça ne faisait pas 24 heures qu'il était installé, puis c'était déjà très sollicité. Mais on essaie d'être créatif, s'inspirer beaucoup des autres. C'est ce que tu as dit aussi, l'émulation, là, on travaille fort là-dessus. Fait que, bien, merci beaucoup. Merci.